à toutes et à tous, c'est Bleu Blanc Noir. Nos invités pour démarrer cette année 2013, Jean-Jacques Bertrand, le président du CAB, bonsoir. Bonsoir. Et Gérard Bautier, vice-président du club, bonsoir. Bonsoir. Bonne année à vous. Merci à vous aussi. Et un menu chargé pour cette émission. On va bien sûr revenir sur le match de ce week-end, défaite cruelle face à Carcassonne. On va aussi parler de la prochaine rencontre à Lyon, début d'année 2013 très compliqué. Puis on parlera aussi des finances du club. Un nouveau partenaire arrive, vous allez nous en parler. Où en est le CAB, comment les dirigeants voient-ils l'avenir? On en parle dans Bleu Blanc Noir jusqu'à 20h. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Et je vais aussi saluer nos confrères de la montagne. Ils sont venus à deux aujourd'hui. Charles Vigier, bonjour. Bonsoir. Michael Nicolas. Bonsoir. Bonne année à vous également. Meilleurs vœux. Et meilleurs vœux aussi. Bonne santé, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Du côté de France Bleu, on retrouve Manuel Caillot et Christophe Tastet. Bonsoir. Bonsoir messieurs. Vous allez bien? Très bien. Excellemment. Ah oui, vous avez bonne mine en tout cas. C'est vrai. Ouais. Et avant de parler du sportif et avant également d'évoquer l'avenir avec les dirigeants du club, eh bien c'est d'abord le billet de Christophe Tastet dans Bleu Blanc Noir. Alors, puisque nous en sommes encore à la période des vœux, souhaitons une belle année 2013 au CAB, avec un peu plus de poteaux rentrants sur les pénalités et un peu moins d'interceptions fatales dans les 3 dernières minutes. Après 10 victoires en 17 rencontres, l'objectif du club est maintenant d'obtenir 10 nouveaux succès sur les 13 matchs restants. C'est ce que j'appelle de l'ambition. Pour la première place, c'est cuit, mais accrocher la 5e pour la phase finale semble largement à la portée de la formation de Zouzou la Vache. Et puis il y a pire tout de même. Voyez Lyon. Le Loup n'était-il pas avant le début de ce championnat le grand favori? 8 victoires, 1 nul, 8 défaites, 8e place. Béziers, le grand Béziers, aux 11 titres de champion de France demeuré en Pro D2 par miracle à l'intersaison, végète de nouveau à la 15e place. Dax, qui luttait l'an dernier en finale d'accession en top 14, se situe à une bien pénible 14e place, même Pays d'Aix est devant. Malgré son faux pas de dimanche, Brive est donc 5e et ne peut être que confiant quant à accompagner Aurillac, Pau et La Rochelle dans la tentative d'ascension finale. Moi-même, j'y crois. La semaine dernière, j'ai déposé un cierge à la collégiale Saint-Martin et acheté un fer à cheval, une patte de lapin et une amulette hindoue. 4 objets que je suis allé nuitamment enterrer en 4 endroits différents du terrain, dont 2 à moins de 22 mètres dans l'axe. 4 endroits qui, curieusement, sont les 4 où Thomas Larangera a loupé ses coups de pied ou touché du bois, mais ça, il paraît que ça porte bonheur. Je ne sais pas si je dois déposer plainte, mais au relevé de mes objets ce matin, seul le fer à cheval est encore en état de fonctionner. Le cierge est fracassé, ma patte de lapin broyée, et mon amulette hindoue ne pourrait même pas servir de joli bibelot à offrir à Manuel Caillot, amateur de belles choses. À l'occasion, faites-moi penser à proposer à l'équipe dirigeante du CAB de créer, en liaison avec le staff sportif et le staff médical, un staff chat noir. Ça sera peut-être utile pour devenir la bête noire du loup le week-end prochain. Christophe Tastet sur France Bleu Limousin, il a évoqué beaucoup de grands clubs dans l'histoire du rugby français. C'est pas facile, même quand on a une grande histoire, de remonter à l'étage supérieur, Jean-Jacques Bertrand. Oui, c'est pas facile, mais je veux dire, sur ce que l'équipe a montré, je pense qu'elle a tout à fait les possibilités de le faire, sauf à gérer de façon plus intelligente ces fins de match. Et puis moi je mets pas en cause les pénalités ratées. Il y a 10 000 exemples dans les matchs, dans le rugby, dans la tradition du rugby, de buteurs dont c'est pas le jour et qui ont cette malchance, si je puis dire, parce que taper les poteaux, etc. Bon, mais ce qui est plus gênant, c'est la gestion quand vous menez d'un point à 3 minutes de la fin. Je veux dire, là, il faut prendre 0 risque. Et donc là, il y a tout un travail encore à faire avec les entraîneurs, et avec le capitaine et cette équipe qui a une façon de gérer ces fins de match qui est pas tout à fait correcte, en plus des problèmes de discipline qui se sont posés dans le courant. Et c'est surtout ça qui me fait enrager, si vous voulez. Il y a un certain nombre de gestes qui ont été commis à des moments où ils n'avaient pas à être commis, une pénalité qui est en notre faveur, qui est ensuite inversée, on marche sur un joueur quand on n'a pas besoin de marcher, que votre troisième ligne a récupéré la balle. Donc tout ça, c'est des éléments qu'il faut absolument corriger si on veut prétendre, je dirais, à un rôle de premier plan d'ici à la fin de la saison. Et ça, c'est absolument impératif de régler ça. Donc cette défaite est rageante dans un certain sens. Il ne faut pas capitaliser dessus, il faut voir, et voir ce qu'on peut faire pour faire mieux et mieux gérer, parce que pour gagner 10 matchs
les 10 matchs sur 13 qui viennent dans la suite du championnat, il faut quand même s'accrocher et il va falloir gérer les choses de façon très intelligente aussi. C'est vrai que sur cette fin de match, Gérard Gauthier, il y a à la fois peut-être un peu de naïveté et puis un peu de malchance également, les deux vont de pair. Je pense qu'on perd le match en 10 secondes, c'est-à-dire qu'on prend le poteau sur la pénalité, le ballon revient chez nous. On écarte le ballon, on prend une interception mais bon, je pense qu'on perd le match peut-être aussi bien avant parce qu'on aurait dû le tuer bien avant surtout. Mais ça c'est la loi du sport et malheureusement on peut rien contre ça. Donc on est obligé de faire avec ça et aujourd'hui on a des jeunes joueurs qu'on fait jouer et je pense que c'est avec ces jeunes joueurs qu'on va bâtir le nouveau CA Brive-Courrazy-Limousin. Donc il faut accepter aussi que de temps en temps il y ait des fautes commises par les jeunes joueurs. C'est le propre du jeune joueur. Donc pour que le jeune joueur devienne bon, il faut qu'il s'aguerrisse et pour qu'il s'aguerrisse, il faut qu'il fasse beaucoup de matchs et je pense qu'après le match, je suis descendu dans la fosse au Lion et j'ai vu beaucoup de spectateurs. Et je pense que tout le monde comprend aujourd'hui qu'on a besoin de s'appuyer sur nos jeunes, mais vraiment, et que c'est avec ceux-là, avec nos jeunes, qu'on va remonter en top 14. Jean-Jacques Bertrand et Gérard Bautier sont nos invités ce soir dans Bleu, Blanc, Noir. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. On va maintenant revenir plus en détail justement sur cette rencontre. On parlait notamment de Thomas Larangera, on aura le temps d'en reparler. Ce qui est sûr, c'est que c'est une défaite assez cruelle, 22-16 au final pour Carcassonne au stadium face à Brive. Manuel Caillou. Oui, c'est vrai, parce que le seul souci, bien sûr, on revient sur cette interception à 3 minutes de la fin, mais ça montre aussi que Brive n'a pas pu prendre le large au score, n'a pas pu se détacher et rester tout au long de la partie à la merci. Donc effectivement, il y a ce manque de réalisme au pied, il y a 12 points laissés en route, 4 pénalités ratées, il y a eu des occasions d'essai, j'ai notamment le souvenir d'une en première mi-temps, un petit coup de pied par-dessus de Laurent Ferrer, il le récupère et malheureusement la passe sur Guillaume Namy est pas bien assurée, il y a un problème à la réception, sinon si le ballon est bien capté, il y a essai au bout, donc il y a eu des petites choses qui n'ont pas marché. Il y a quelque chose qui m'a marqué, m'a fait marquer sur ce match, c'est le ballon, le jeu au pied qui a été omniprésent côté briviste, et je pense qu'ils auraient peut-être dû insister, écarter les ballons sur les ailes. Il y avait des intervalles à prendre, à mon avis, il y avait des coups à jouer. C'est un petit regret que j'ai sur ce match, le fait de se débarrasser trop vite du ballon pied. Alors on peut pas réduire un match, un résultat, une performance ou une contre-performance à un seul joueur, mais c'est quand même un joueur clé dans cette rencontre. Charles Vigier, je me tourne vers vous. Thomas Larangera, qui connaît une belle première mi-temps, un drop, un essai, pénalité réussie, et puis cette fin de match où malheureusement il l'a très bien assumé d'ailleurs après la rencontre, il est fautif sur ce ballon intercepté par les joueurs de Carcassonne. C'est là qu'est sa marge de progression à Thomas Larangera. Il est très jeune, on le rappelle. D'abord, je pense qu'il n'est pas le seul fautif sur l'interception, parce que il appelle le ballon sur la gauche, mais il y a aussi d'autres joueurs sur le terrain avant qui peuvent voir qu'il y a une défense qui est en surnombre aussi sur la gauche, qui peuvent conserver, qui ont plus l'expérience que lui, donc on peut pas non plus tout lui mettre sur les épaules. Alors évidemment, il y a des pénalités à 22 mètres en face, mais ça fait jamais que 3 points d'avance. On dit 12 au total, mais à ce moment-là, on en prend 3. Et les Carcassonnais peuvent marquer un essai aussi à tout moment et repasser devant à tout moment. Donc c'est difficile pour lui, c'est évident, parce que mais tout le monde n'a pas Johnny Wilkinson non plus. Moi, ce qui me dérange un peu sur ce qui m'inquiète, on va dire plus sur le match, et Gérard Bautier l'a un peu souligné en parlant des Carcassonnais, c'est qu'ils sont très rapides et que je trouve qu'à Brive ça manque un peu de vitesse, ça manque de vitesse dans le débordement, ce qui fait peut-être que sur les 2-3 ballons d'attaque, ce que tu disais, Manuel, où il y a eu des ballons d'attaque à exploiter, de contre, de turnover, on n'a pas cherché forcément à jouer à la main, On a tapé au pied en disant on va voir, peut-être qu'il va y avoir une erreur adverse, peut-être qu'on va pouvoir les contrer. Mais on n'a pas vraiment cherché à les défier sur la vitesse pure. Et ça c'est un problème, parce que je pense sincèrement qu'il y a un déficit là-dessus, On va écouter un petit peu de musique avant de continuer à parler de ce match face à Carcassonne. On va également évoquer celui du week-end à venir face à Lyon. On va également évoquer l'avenir du club, mais d'abord Jean-Louis Aubert. Maintenant, je reviens sur France Bleu Limousin. À tout de suite. Bleu, blanc, noir. Le rugby aux couleurs de France Bleu et du CAB.
Bleu, blanc, noir avec Jean-Jacques Bertrand, le président du CAB, Gérard Bautier, vice-président du club. Ce soir, ils sont avec nous. Alors, on parle évidemment de cette défaite face à Carcassonne. On parlait aussi de Thomas Larangera. C'est un espoir formé au club. Est-ce que vous allez lui proposer un nouveau contrat? Parce qu'il a proposé plein de belles choses. L'idée avec lui, c'est quoi? Quelles sont vos intentions? Vous nous parliez justement de ces jeunes sur lesquels vous vouliez vous appuyer. On a aussi vu en fin de saison dernière que c'était pas forcément non plus évident de les garder. Et Thomas, il est évident que il y aura des questions à pas lui proposer de contrat, et il en a déjà un, et on a l'intention de le garder et qu'il reste le plus longtemps possible. La politique du club, c'est de conserver les jeunes. Malheureusement, maintenant, il y a une certaine période où on ne peut pas même avec un contrat, ils peuvent partir. Donc, ce qu'on a vu cette année avec Poirot, qu'on a voulu conserver, et qui, malgré les propositions qu'on lui a faites, n'a pas voulu rester. Donc aujourd'hui, effectivement, on a proposé des contrats à Lavergne, bien évidemment. On a proposé un contrat à Delage et Thomas Larangera aujourd'hui, qui sont dans les. Mais ils ont une période où ils ont un âge où tu ne peux plus. Enfin, il y a un laps de temps où tu peux pas leur proposer un contrat professionnel. Et c'est quand même fâcheux quand on est un club formateur aussi efficace que Brive, qui a au niveau sportif de son équipe première des ambitions, l'ambition de remonter. Au niveau de la ligue, il faut. Je pense que ça, c'est un des problèmes qu'il faut évoquer, parce que quand vous perdez un joueur comme ça, vous pouvez vous le faire enlever. Vous recevez 75 000 € pour le club, ce qui est assez marginal et qui est pas du tout en rapport avec l'investissement qui a été fait par le club. Donc ça, c'est effectivement une lacune, je trouve, vis-à-vis de clubs comme le nôtre, qui ont été champions de France en espoir, qui ont des équipes qui fonctionnent, et derrière des joueurs qui sont susceptibles de réussir, pour autant qu'on leur donne de la place en jeu professionnel. Donc quand on voit aujourd'hui Jefferson Poirot, je sais pas ce qu'il a fait, mais il a dû jouer 3 fois là. Hein. Donc je veux dire, c'était pas non plus de son côté une bonne opération, mais je veux dire, les jeunes, le deuxième ligne qui est parti à Perpignan, il y avait sa petite amie qui habitait Perpignan, il est là-bas, etc. Mais bon, ça a été marginal comme rétribution pour le club, et c'est fort dommage. Charles Vigier de la Montagne. Ouais, j'abonde dans le sens de Jean-Jacques Bertrand, mais voilà, avec la certitude malheureusement que les meilleurs jeunes joueurs, même si Brive remonte en top 14, voilà, si un grand club les veut, à un moment ou à un autre, ça peut être l'agent qui perturbe, ça peut être le coach de la grande équipe qui va lui servir un discours pour finalement pas le faire jouer, mais il va partir, le jeune. Maintenant, il faut que son départ rapporte assez d'argent pour que ça devienne un modèle économique. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Alors on rappelle que l'objectif, c'est de finir dans les 3 premiers, et pour y arriver, Nicolas Godignon a fait ses petits calculs avec tout son staff. Il faudra a priori 10 victoires plus quelques bonus. Bon, avec cette défaite, la marge se réduit. Si on regarde les autres résultats du week-end, ça n'a pas été non plus trop dans le sens des affaires du CAB. Victoire d'Oyonnax à Albi 13-11. On voit que pour prendre le bonus, c'est de plus en plus compliqué du côté d'Oyonnax. Les marges se réduisent également pour eux au fil des matchs. Victoire d'Aurillac à Aix-en-Provence 30-24. Victoire de La Rochelle à Dax 25-15. Et de Pau contre Tarbes 25-6. Un sale week-end pour le CAB. La seule bonne nouvelle finalement, c'est la nouvelle défaite de Lyon à Béziers, 20-16. Et lorsqu'on regarde le classement, on voit que Brive redescend à la 5e place, à 4 points du 2e Aurillac et à 2 points du 3e Pau. À la lecture de ce classement, évidemment qu'il n'y a pas rien d'alarmant, mais il va pas trop falloir laisser filer désormais. Jean-Jacques Bertrand, ça paraît évident. Oui, Gérard Bautier. Non, de toute façon, on n'a pas l'intention de laisser filer, c'est sûr. Avant ce match-là, on était 3e. Le championnat, comme vous avez dit, aujourd'hui avec les résultats, le championnat, il y a des surprises tous les samedis ou tous les dimanches. Nous, on est là pour faire notre propre championnat. On a l'intention de se battre tous les week-ends, que ce soit en déplacement ou à la maison. On est tous des compétiteurs. On n'est pas là pour apprendre à perdre. On est là pour gagner. Ça, c'est un truc qui est bien ancré dans notre tête. Maintenant, après, il y a des impératifs sur lesquels on ne peut pas aujourd'hui malheureusement influer. C'est ce fameux poteau qu'on prend. Enfin bon, voilà, il y a tout un, c'est le sport. C'est pas parce qu'on perd aujourd'hui qu'il y a péril à la demeure. Je le répète, aujourd'hui, moi je vois des jeunes joueurs sur le terrain. Moi, tout ça me plaît. Aujourd'hui, on se focalise sur une défaite, mais en réalité, la défaite, elle est aléatoire. Peut-être qu'on va aller gagner à Lyon, peut-être qu'on va aller gagner à Narbonne.
pour moi, très honnêtement, on va recevoir Aurillac. Ce sera pour moi des 3 matchs le plus dur. Donc voilà, aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est gagner. Ça, c'est sûr. Jean-Jacques Bertrand, le président du CAB, Gérard Bautier, vice-président du club, sont avec nous ce soir dans Bleu, Blanc, Noir. On écoute maintenant David Bowie, China Girl sur France Bleu Limousin et on évoque l'avenir, à commencer par le match du week-end prochain face au Loup. À tout de suite. Et le prochain match du CAB, ce sera bien sûr, comme toujours, à vivre en direct sur France Bleu Limousin et c'est un déplacement du côté de Lyon ce dimanche à 19h. Le Loup relégué à la 8e place, à 7 points du CAB. Évidemment qu'ils vont tout faire pour essayer de recoller. Ça va être un gros match, Charles Vigier, du côté de Lyon. Ouais, ça s'annonce difficile, mais là tout de suite il me vient 2 citations à l'esprit. Je les ai préparées, je vous le dis d'avance. La première, elle est d'Ernest Hemingway dans Le Guillaume et la mer. Vous avez vu, j'ai travaillé quand même. Ça dit, un homme peut être détruit mais il ne peut pas être battu. Donc refuser d'accepter la défaite, ça va être la motivation des brivistes. Faut pas rester évidemment sur cette dynamique mauvaise de reprise en 2013. Et la deuxième citation, elle est de Vince Lombardi, qui était un entraîneur légendaire de football américain et qui disait un homme, la vraie gloire, c'est d'être mis à genoux et de retrouver les sommets. Donc voilà. De se remettre debout assez rapidement. Exactement. Comment ça se fait que Lyon soit autant à la peine selon vous, Mickaël Nicolas? Ils sont un petit peu dans les choux là. Alors on a entendu Sébastien Chabal en interview dire qu'ils ont fait peut-être un petit peu les choses à l'envers. Comment vous voyez ça? Enfin oui, ils ont vraiment pris les choses à l'envers alors parce qu'ils sont partis de 60 points mis à Béziers au match aller à une défaite à Béziers au match retour. Non, c'est difficile à expliquer compte tenu de leurs moyens, compte tenu de leur effectif, alors qui est pas un effectif non plus 5 étoiles comme on l'a peut-être décrit en début d'année, mais il y a des bons joueurs, il y a surtout des renforts de joueurs internationaux comme Chabal ou Nalé. Voilà, ils ont comme Brive par moment des problèmes de buteurs. Ça a souri à Brive d'ailleurs sur la pénalité manquée par Dumora au match aller. Oui, ils ont peut-être aussi un problème, alors moi je suis pas dans le vestiaire, mais un problème d'amalgame au niveau de leur staff, avec voilà, compte tenu de la puissance de leur pack et du rendement qu'il a, puisqu'ils ont été dominés en mêlée à Béziers, on peut se poser des questions. Charles Vigier ? Malheureusement, effectivement, je crois qu'il y a un problème essentiellement de recrutement à Lyon et malheureusement aussi le même problème qu'ils ont rencontré l'an dernier en top 14. Mauvais choix sur la charnière, puisque Cibré Dumora, dans l'absolu, c'était des bons joueurs, mais il n'y a pas de rendement de cette charnière-là, donc ça peut pas fonctionner. Et au-delà de ça, pas de recrutement efficace en première ligne. Alors il y a eu deuxième ligne Nalé, troisième ligne Chabal, mais première ligne insuffisante, clairement, à ce niveau-là. En top 14, c'était déjà le cas. Brive les avait notamment dominés en mêlée au match retour à Lyon. Et là, encore une fois, j'ai le souvenir notamment de leur mêlée enfoncée contre Oyonnax à domicile, au Matmut Stadium. Ils sont dominés en mêlée contre Béziers. Et comme Mickaël l'a dit, il y a un autre problème, c'est qu'on a fait venir un entraîneur écossais qui est passé par Brive, Tom Smith, mais qui a une approche à lui très britannique du rugby. La Pro D2, c'est pas vraiment le rugby britannique. Et au-delà de ça, peut-être un problème de communication aussi. C'est quelqu'un qui est déjà un petit peu timide et renfermé sur lui-même. Doit s'exprimer en français, pas forcément évident. Jean-Jacques Bertrand, comment vous voyez ce déplacement à Lyon ? Alors, je le vois difficile parce que surtout quand même ils ont une équipe costaud devant. Enfin, ça me surprend. J'avais pas vu les commentaires sur Béziers. Ce dont il faudra se souvenir, c'est que l'an dernier, quand on a gagné, c'est parce qu'il y a un de leurs joueurs qui a pété les plombs en allant agresser Guerratti. C'est là où on parle de discipline. Et on n'était pas sûr loin d'être sorti au milieu de la deuxième mi-temps. Et donc, en termes de discipline, après, effectivement, le combat devant, ça va être, c'est ça qui va être dur parce que je les vois pas se faire marche arrière là et continuer dans cette voie. Donc je pense qu'il va y avoir un sursaut et que ça va être très difficile à affronter. Mickaël Nicolas de la Montagne. L'année dernière, grâce à des joueurs comme Guillaume Ribes, qui est blessé, ou même des joueurs comme Pablo Hen ou Arnaud Mella, Brive avait gagné la guerre psychologique à Lyon, surtout dans un match qui était déjà importantissime à l'époque. Là encore, je pense que c'est l'équipe qui va d'abord gagner la guerre psychologique, qui va pouvoir gagner ce match, parce que sur ce match, Brive va pouvoir faire du Carcassonne.
Voilà, jouer sur l'occupation, jouer dans le camp adverse avec une très grosse conquête. Si elle est équivalente à celle qu'on a vue contre Carcassonne, il y aura de quoi peut-être gagner ce match. Et ce match de Brive du côté de Lyon, c'est donc ce dimanche à 19h en direct, bien sûr, sur France Bleu Limousin avec Manuel Caillot aux commentaires. Parlons maintenant de l'avenir du club. Anticipé, c'est le rôle justement des dirigeants que vous êtes, Jean-Jacques Bertrand et Gérard Bauthier. Alors comment est-ce qu'on fait pour préparer la saison d'après lorsqu'on n'est pas sûr de remonter, quand il y a l'éventualité de rester en Pro D2 ou celle de remonter en Top 14, Gérard Bauthier? On a finalement deux plans, on prépare ces deux possibilités, l'une à côté de l'autre. En réalité, aujourd'hui, on prépare une seule chose, c'est structurer le club, le restructurer et l'améliorer. Après, si monter, il doit y avoir, donc il y a une manne d'argent supplémentaire qui va arriver de par la télé et d'autres sponsoring. Donc on peut recruter des joueurs plus performants. Aujourd'hui, on ne veut pas faire n'importe quoi. On est des gestionnaires, on gère tous nos entreprises. Pour bâtir une entreprise, il faut commencer par le bas et monter progressivement. Aujourd'hui, on est dans une politique où on veut avoir un budget correct, dans un recrutement correct. On négocie tout, ce qui était peut-être à un certain moment, on avait oublié qu'on devait négocier beaucoup de choses. Aujourd'hui, on est redevenu des artisans. Donc, comme tout bon artisan, on doit tout regarder, tout négocier, voir au mieux. Moi, je pense pour Brive, il faut remonter évidemment en Top 14. On a le potentiel parce qu'on a une chance, c'est qu'on a nous un gros sponsor, mais un énorme sponsor dont personne ne connaît, qui s'appelle le Premium Parisien. Et je pense qu'on est le seul club en France Top 14 réuni à avoir ce sponsoring-là. Je pense que localement, on est en train de mettre une équivalence ici à Brive. Je vous interromps, c'est important pour toute entreprise, et y compris dans le domaine du sport, d'avoir une assise forte au niveau local. C'est là où le club peut et doit progresser. Est-ce que vous sentez que vous avez un véritable soutien du tissu économique local? Aujourd'hui, on peut considérer qu'on a les plus grosses entreprises qui sont derrière nous depuis cette année. On travaille là-dessus, c'est ça, je peux vous en parler parce que c'est mon boulot. On a fait un repas jeudi soir où on avait toutes les instances politiques, et ça veut dire que les politiques aussi sont derrière nous, et ça c'est important. Ça veut dire qu'on a la région, le président de l'anneau, on a le conseil général, on a le maire, on a sa première adjointe, Patricia Bordas, qui nous soutient beaucoup. On doit reconnaître qu'aujourd'hui, il y a une émulation qui se fait autour du club avec les entreprises, parce qu'aujourd'hui, on a 330 entreprises qui sont partenaires du club. Ceci dit, si le club végète en Pro D2, est-ce que vous êtes sûr que ces partenaires nationaux vont vous accompagner longtemps encore, ou est-ce que leur patience a des limites? Non, là, Jean-Jacques Bertrand. Je crois que là, aujourd'hui, on a la confiance de leurs principaux partenaires. On arrive à créer un réseau, si vous voulez, de relations entre ces partenaires, et qui est pas quelque chose à court terme. Alors si on devait effectivement régresser plusieurs années, là la question se poserait. Mais aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs les partenaires brivistes dont parlait Gérard, les collectivités publiques, etc. L'idée, c'est même si on reste en Pro D2, c'est de continuer à soutenir le club. Alors effectivement, si on se plante tous les dimanches, je veux dire, le problème sera différent, mais je veux dire, c'est pas l'objectif. Et avec ce qu'on veut faire, on a confiance dans l'environnement qui a été créé. Et alors les finances du club? Les finances du club sont saines. Oui. Il faut arrêter les conneries à cet égard. Pardonnez-moi d'être vulgaire, mais je veux dire, on a une situation nette qui est positive. On a des partenaires qui nous soutiennent. Alors peut se poser, comme dans toute petite entreprise, quelquefois des problèmes de trésorerie. Nos fournisseurs sont payés, nos joueurs sont payés. La situation est saine. Il n'y a pas de tricherie dans le club. C'est un club qui est géré sainement. Et de façon, comme tu le disais, de façon tout à fait rigoureuse. Et alors vous avez un nouveau partenaire, Gérard Bauthier? Deux nouveaux. Ah bah alors dites-nous tout. Là, ça c'est les partenaires parisiens, donc je laisse la primeur au président d'annoncer Love 2 Recycle, qui est une société qui recycle, si je puis dire, tous les téléphones portables. On va signer ce soir un prolongement un contrat. De 3 ans, c'est ça? 2 ou 3 ans, oui. À hauteur de combien?
Ça, vous... Je peux pas le dire. C'est tellement énorme qu'on peut pas le dire. Non, j'ai pas l'habitude. Ça va pas seulement vous servir à acheter des ballons en plus. Pas vraiment. Et puis, ultérieurement, donc, il y a une autre grande entreprise française qui est déjà un de nos partenaires, mais qui va venir d'une façon plus substantielle, et ceci pour 2 années au moins. Donc, je veux dire, donc, le travail continue. On a un travail de fond, et je veux dire, ce qui est très important aussi, c'est comme on le disait, c'est les partenaires Bruvis. Moi, j'étais extrêmement impressionné de voir que dans ce dîner dont parlait Gérard, il y avait 25 personnes sur 26, et la 26e était retenue par des obligations professionnelles qui étaient là. Je veux dire, c'est assez exceptionnel. Je veux dire, bon, et donc ça prouve l'attachement à ce club, plus donc l'environnement politique, et ça c'est très très important. Et ce qui me manque, et ce qui je regrette un peu, c'est que j'avais cru qu'il y avait un tournant avec Béziers, il y avait 6200 personnes, hier il y en avait 2000 de moins. C'est ça qui est préoccupant, si vous voulez. Si les brivistes, alors je sais que ça va avec la victoire, ça va avec les matchs qu'on fera. J'espère que pour Aurillac, pour La Rochelle, je veux dire, il y aura un peu plus de remue-ménage dans la population, et que les gens viendront nous soutenir cette équipe qui a vraiment besoin de le faire et qui le mérite, quoi. Alors il faut dire ce qui est. Il y a encore beaucoup de brivistes qui sont derrière leur club. Il y en a beaucoup qui aussi ont un regard critique par rapport à ce qui peut se faire. Il y a aussi d'anciens joueurs, des figures emblématiques comme Alain Penaud, qui a parfois la dent dure avec ce qui se fait. Lui, par exemple, ce qu'il dit, c'est qu'aujourd'hui au club, alors qu'on doit avant tout penser au jeu pour se reconstruire une identité de jeu, etc., eh bien, on parle peut-être plus d'argent que de jeu aujourd'hui au CAB. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, Gérard Bottier? Alors, le cas d'Alain, je le connais très bien, par cœur même, je voudrais dire, puisque étant Objatois, je l'ai vu démarrer à Obja, en cadet, junior, avec Charles, qui était plus jeune à l'époque. Non, il y a pas, on parle pas que d'argent. C'est ce que je suis en train de vous dire depuis bientôt 3 quarts d'heure. Moi, je parle, on est une petite PME. Avant, c'était comme ça. Aujourd'hui, ça l'est plus. Et la grande surprise des agents, c'est qu'on négocie tout. Les voitures, tout, et encore aujourd'hui, il y a 5 minutes avant l'émission, j'étais encore avec un agent au téléphone, parce qu'on veut rien lâcher. On veut faire un budget propre, comme l'a dit le. On n'est pas une vache à lait. On fait attention à ce qu'on fait. Quand j'entends que dans Midi Olympique, on annonce qu'on a des problèmes financiers, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on se bat tous. C'est récurrent, ces rumeurs qui reviennent. Comment vous l'expliquez, vous? Déstabilisation qui. Je pense que c'est des rumeurs qui arrangent certaines personnes de dire. Notamment en fin de saison dernière, quand tout était très serré. Non, mais c'est bizarrement, ces rumeurs, elles arrivent en période de recrutement. C'est-à-dire quand tu es sur certains joueurs, bizarrement, ou quand tu es en renouvellement avec des joueurs, bizarrement, parce que les rumeurs, il faut savoir qu'elles viennent. La première source des rumeurs, c'est les agents de joueurs. C'est ni les clubs ni les joueurs, c'est les agents de joueurs qui alimentent en fonction du gré de leurs joueurs. Et la rumeur financière que nous on devait avoir, soi-disant qu'on avait des problèmes financiers, et ce que n'a pas dit Jean-Jacques, c'est qu'on est un des rares clubs à ne pas avoir été reconvoqué à la DNACG. Ça veut dire que là, c'est même pas une rumeur. Là, c'est quand t'es pas convoqué à la DNACG, c'est que t'as rien. Ils ont jugé que tous les comptes sont bons et qu'il y a aucun problème. Donc c'est les agents qui alimentent ces rumeurs. Et bizarrement, on était sur un joueur, et cet agent, puisqu'on est négocié, et donc la rumeur est fondée parce qu'on négocie tout. Quand je vous dis tout, et aujourd'hui les agents sont surpris, et ils doivent dire, et il y a un agent qui m'a dit, est-ce que vous avez des problèmes je veux dire vulgairement, d'oseille? J'ai dit, on n'en a pas de problème d'oseille. Ce qu'on veut, c'est ne pas l'avoir surtout. Donc on est dans la phase où du recrutement, et aujourd'hui on négocie tout. Alors justement, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, on sait que le marché commence très très tôt dans le monde du rugby, donc vous êtes déjà en discussion justement. Mais là, vous allez nous faire tomber dans le reproche qui est qu'on parle que d'argent. Non. Là, on parle de recrutement. Je n'apprécie pas du tout cette remarque qui consiste à dire on ne parle que d'argent et pas de sportifs. C'est totalement infondé, je dois dire. Il y a des gens qui sont aussi bons dans leur entraînement, qui ont été champions de France, nos entraîneurs avec les espoirs, champions de France avec les Crabos. Je crois pas que J'allais vous demander ce que vous pensez du travail
Bordeaux n'a jamais été champion de France avec qui que ce soit. Donc il faut pas prendre les gens pour des cons. À force de raconter des trucs comme ça, on est à côté de la plaque. Et moi, ça me rend extrêmement, ça me peine, si vous voulez, d'un certain côté, parce que c'est des gens qui ont été dans l'environnement. C'était un grand joueur. Il y a absolument rien à dire à cet égard. Mais je veux dire, ces critiques m'agacent quand on dit qu'on fait pas de jeu, etc. Alors rien n'est parfait. Mais je veux dire, ceux qui mouillent le maillot, ceux qui travaillent, il faut les respecter et il faut les aider. Alors Jean-Jacques Bertrand, pour revenir au recrutement, on a bien entendu votre coup de gueule, votre réaction en tout cas par rapport à ça. Par rapport au recrutement, ça commence. Comment on fait quand on n'est pas sûr de monter à l'étage supérieur ? Déjà, est-ce que vous avez déjà entamé des discussions ? Visiblement, c'est le cas, ce qui semble tout à fait normal et logique. Quand une situation est compliquée, il faut la réduire en éléments simples. Le premier élément, c'est de gagner. C'est de monter en top 4, c'est de monter. Ouais, mais quand on discute dès maintenant et qu'on n'a aucune garantie, comment on fait ? On discute, on négocie pour aujourd'hui on est en Pro D2, on négocie des joueurs en Pro D2. Voilà. Donc c'est très simple. Aujourd'hui, on veut pas faire n'importe quoi. Donc justement pour des problèmes de budget. Donc aujourd'hui nous sommes en Pro D2 et la preuve du contraire, on n'est pas sûr de monter en top 14. On veut monter en top 14, mais aujourd'hui rugbystiquement on est loin d'être monté en top 14. Donc on négocie des joueurs, des bons joueurs de Pro D2, des jeunes joueurs. On est toujours sur la jeunesse. On préfère aujourd'hui on négocie des jeunes joueurs avec l'accord des entraîneurs. Et après, si par bonheur on monte en top 14 cette année, comme je vous l'ai dit, on a une manne financière supplémentaire qui vient par levier automatique. Et si vous avez fait un bon recrutement, après il suffit de rajouter 4-5 gros joueurs. Peut-être qu'ils seront pas des joueurs français, bien évidemment, mais comme nous, on n'a pas de problème de gif par rapport à d'autres clubs qui sont obligés, parce que ça, c'est notre dossier, mais il y a beaucoup de clubs aujourd'hui qui libèrent des joueurs parce qu'ils ont un problème de gif. Nous, on n'a pas de problème de gif parce qu'on a la formation. Vous pouvez traduire pour ceux qui comprennent pas. Le gif, c'est joueurs issus de la formation française, c'est-à-dire que tu dois avoir 50% de gif dans ton équipe et 50% d'étrangers. Aujourd'hui, c'est ce qu'accorde la Ligue. Donc nous, on est en même d'aller chercher à l'hémisphère sud, peut-être des gros joueurs qui ont envie de jouer en France, et ça sera la situation la plus facile et économiquement, on va dire, la plus simple et la plus efficace sans nous mettre dans le rouge et sans nous mettre la pression. Évidemment, dans la position du promu, j'imagine c'est forcément pas évident par rapport à des clubs qui sont déjà en top 14 et qui commencent plus tôt. C'est la position la plus inconfortable. Forcément. Cela dit, vous vous souvenez que l'an dernier, on savait pas non plus si on allait descendre ou pas, et que c'est dans les 2 mois qui ont suivi finalement la constatation que nous descendrions, qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Alors le problème, c'est à la fois, comme le disait Gérard, c'est de tabler sur, et puis d'essayer de conserver des joueurs, les bons joueurs, ceux que l'on a. Il y en a qui partiront peut-être parce qu'effectivement il y a cette menace. Ouais. Mais c'est aujourd'hui le travail qui est à faire de façon extrêmement, qui a déjà été commencé, qui est fait, qui se traduit par des résultats. On continue, et aujourd'hui c'est pas le lieu d'annoncer, comme vous le savez, les recrutements, puisque c'est interdit. Mais ça discute. Charles Vivier de la Montagne. Justement, moi je peux les annoncer, puisque ils n'ont pas le droit de le faire suite à un règlement qui est que je trouve d'une débilité absolument catastrophique de la part de la Ligue. Et puisqu'on a un membre de la Ligue nationale de rugby avec nous, j'espère qu'il aura le bon sens de faire réfléchir les dirigeants là-dessus, puisque ça sert à rien de faire des mensonges pendant 6 mois et de mettre les gens qui sont les spectateurs, qui vont voir des matchs, qui payent des abonnements, dans le doute par rapport à ça. Ils ont le droit de savoir. Enfin, ça c'est mon avis. Donc, pour donner un exemple clair et illustrant la stratégie de Brive, il y a un joueur d'Aurillac qui s'appelle Pinet, qui est un joueur qui était suivi par Bordeaux-Bègles, donc dont on peut prétendre qu'il a le niveau pour évoluer en top 14. Voilà, et qui a été au dernier moment rattrapé par Brive, ce qui est plutôt une jolie affaire. Donc voilà, c'est un joueur qui a potentiellement la capacité de jouer en top 14, qui est déjà un bon joueur de Pro D2. Si Brive reste en Pro D2, ce sera un joueur intéressant. Si Brive est en top 14, c'est un joueur qui peut passer le cap, améliorer avec 3 ou 4 joueurs d'expérience. Donc voilà, ça c'est l'exemple type du recrutement qui peut être fait. Maintenant, c'est vrai que il y a aussi un côté qui tout double, parce que
Le potentiel, c'est une chose. Après, il y a l'adaptation à un jeu qui est différent, qui est beaucoup plus rapide. Et ça, c'est un autre problème. Si on monte, si on reste en Pro D2, ça sera jamais une mauvaise affaire. Manuel Caillot. En cas d'accession en top 14, est-ce que vous avez prévu un budget minimal? Parce qu'on voit que Mont-de-Marsan souffre cette saison. J'imagine que l'objectif, c'est pas bien sûr de vivre la même saison que les Montois. Est-ce que on sait que l'an passé, vous parliez pour vous maintenir, il faudrait à peu près 15 millions d'euros. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous commencez à plancher sur... Je dis pas de chiffres, d'autant plus que on est dans une situation qui est différente des autres années. Mais je dirais, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme ça a été dit, si on monte en top 14, effectivement, on a une possibilité entre 20 et 30% d'augmentation de ce que l'on vise. Il y a des droits à télé, il y a du sponsoring supplémentaire, il y a etc. Une société comme AXA ne finance pas la Pro D2. Donc on les a perdus cette année. L'avantage, c'est que vous perdez un sponsor, mais quand vous avez une répartition assez large, ça, c'est une force de Brive. C'est une force de Brive parce que vous tombez pas totalement dans la panade parce qu'il y a quelqu'un qui vous quitte. Là, si on monte en top 14, les dirigeants d'AXA disent on doublera ce qu'on donnait l'autre année. Donc il y a un certain nombre de gens qui seront et de partenaires qui seront attirés vers ça, et c'est ça qu'il faut jouer. Et si le club reste en Pro D2, est-ce que le budget baisse à nouveau ou pas? C'est forcément parce qu'aujourd'hui on le répète, que ce soit bien clair. Déjà quand on parle de budget, il faut savoir que c'est pas en début de saison, on te donne pas l'argent. Ça veut dire que toute la saison, il faut que tu ailles chercher l'argent. Donc nous, on fait des budgets prévisionnels avec le recrutement des joueurs, parce que arrêtez, 80% de notre budget est en masse salariale. Donc le budget, on est en train de le travailler maintenant en négociant les joueurs du mieux possible. C'est comme ça c'est-à-dire que nous on travaille le budget. Jean-Jacques nous a donné une enveloppe. On a une commission où il y a Max Mamers, il y a les deux entraîneurs et moi-même. Et avec cette commission-là, il y a une commission d'audit, Jean-Pierre Boyato, qui est dans la commission d'audit avec l'autre vice-président Christian Terrassou, qui nous ont donné un budget. Et on ne doit pas dépasser ce budget. Et avec ce budget-là, on doit trouver les meilleurs joueurs au meilleur poste et au meilleur prix. Vous parliez tout à l'heure que préparer l'avenir du club, du CAB, c'est avant tout travailler sur les infrastructures. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Aujourd'hui, on doit se structurer en termes d'offres commerciales, parce que si vous voulez, le problème de Brive aujourd'hui, c'est que les brivistes sont tous derrière le club. C'est qu'à un certain moment, ils se sont trouvés détachés du club. Pourquoi? Parce que on a eu le bonheur le bonheur d'avoir à un certain moment on était un des premiers clubs à être vendu à une multinationale qui s'appelait Penoy. Ou vendu, peut-être pas vendu, mais oui, qui a racheté 95% du club. Après, on s'est retrouvé avec Daniel de Richebourg qui nous a aidé et qui nous aide toujours, heureusement d'ailleurs, je précise. Aujourd'hui, un club, ça se fait pas avec 3 partenaires. On le voit, le Métro Racing, avec tout l'argent qu'injecte son président dedans. On voit à Paris avec Savard. Nous, ce qu'on veut, c'est comme l'a dit le président, on veut qu'il y ait du monde au stade. C'est-à-dire qu'on veut que les gens soient contents, soient critiques, même si nous engueulent après les matchs, si nous on a envie que les gens ils viennent au stade. Alors on reconnaît qu'aujourd'hui c'est un peu difficile parce qu'on perd des matchs. Hier on a perdu un match, on est en Pro D2, mais on doit se calquer plus sur un système économique qui est La Rochelle, qui a quand même 9000 abonnés, et je crois qu'il est le 4e top 14 confondu en termes d'abonnés. Donc nous on est les premiers en partenariat extérieur. Si on arrive à avoir 60% de ce que fait La Rochelle, on sera pas très loin d'avoir un très bon budget. Dernière question avant d'aller au carton, Jean-Jacques Bertrand. Le travail de Nicolas Godignon, est-ce que vous êtes satisfait du travail du nouvel entraîneur en chef du CAB, qui n'est pas non plus né de la dernière pluie à Brive, Nicolas Godignon, qui est là depuis un petit moment, mais qui a pris en charge cette équipe première depuis le début de saison. Qu'est-ce que vous pensez de son travail et de son avenir au CAB? Je voudrais parler du couple, parce que c'est Godignon et Didier Casani. Et ça, c'est très important qu'il y ait entre eux une très bonne entente. Je pense que c'est le cas. Et je pense qu'ils font du bon travail quand on voit les statistiques des avants en Pro D2. Il y a un certain nombre de choses, comme on l'a dit tout à l'heure, qui restent à améliorer. Nicolas Godignon, effectivement, et apprend son métier parce que c'est nouveau. Il le faisait pas à plein temps et à un niveau inférieur.
toute la confiance des dirigeants du CAB est derrière ces deux hommes. Il faut le savoir, parce que j'entends ce matin encore quelqu'un qui dit il faut changer les entraîneurs. Moi, je trouve ça débile. Et donc, je veux dire, quand vous avez gagné 10 matchs, etc., ça résoudra rien, ça pose des 1000 problèmes. Enfin, je veux dire, tout ça, si vous voulez, c'est se contenter de la surface des choses. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Ni une entreprise, ni un club. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Allez, la dernière ligne droite de Bleu, Blanc, Noir avec Jean-Jacques Bertrand, Gérard Bauttier, les cartons blancs, les cartons noirs, un coup de cœur, un coup de gueule, et on commence avec vous, Jean-Jacques Bertrand. Le carton blanc, c'est les espoirs. Ouais. La victoire bonifiée hier encore, donc ils se trouvent en tête de leur poule. Et puis le carton noir, c'est l'indiscipline. En général. D'accord, très bien. Gérard Bauttier, carton blanc, carton Alors blanc. Moi, le carton blanc, c'est à Thomas Larangera pour lui dire de continuer à travailler, parce qu'on le connaît, c'est un gros travailleur et que moi je tiens vraiment de tout cœur à l'encourager, parce qu'on fonde de gros espoirs en lui. Et le carton noir, enfin, on le connaît, c'est notre fameux arbitre Monsieur Rosic, qui nous a pas fait de cadeau hier. Mais bon, l'erreur est humaine, donc ce sera un petit carton noir. Ok. Michael Nicolas de la Montagne. Mon carton blanc sera pour Rétifuis, qui avait été absent longtemps et qui a fait un retour intéressant, même remarqué. Voilà, non, mais compte tenu de la blessure qu'il avait eue au genou, on pouvait s'inquiéter. Et il est plus tout jeune, notre deuxième ligne sud-africain. Et mon carton noir, ce sera pour Carcassonne. Ce sera surtout un chiffre, 7. C'est le nombre de points que Brive a laissé à Carcassonne dans leur confrontation directe sur les 2 matchs. Ça fait beaucoup, mais malheureusement, il faudra... c'est pas rattrapable, donc il va falloir gagner des matchs. Charles Vigier. Mon carton blanc, je le mets à Alain Penaud. Pour 3 raisons. La première, parce que je voulais voir la tête de Jean-Jacques Bertrand quand j'allais dire ça. La deuxième, c'est parce que c'est un joueur qui m'a fait rêver dans ma jeunesse. Et la troisième, c'est parce que je pense qu'un ancien, ça doit toujours s'exprimer sur son club, positivement ou négativement, et qu'un dirigeant, en plus, ça travaille toujours bien sous pression. Et la voilà. Quatrième, c'est parce que t'es d'objet aussi. Ça veut dire. Le carton noir, je le mets à l'affluence, évidemment, parce que je pense effectivement que c'est pas assez. Alors, je sais pas si en Corrèze, les activités sportives et conjugales sont d'une vigueur assez extrême pour qu'on ait autre chose à faire le dimanche, mais bon. Je n'ai aucun problème personnel avec Alain Penaud. Mais bon, je pense que le rugby de haut niveau, la Pro D2, c'est quand même du bon niveau et que c'est pas non plus excessivement cher. Les tarifs ont baissé. Ils sont moins chers dans notre club de Pro D2, donc on peut aller au stade. Voilà pour les cartons de Charles Vigier. Christophe Tastet. Moi, comme Gérard, carton blanc pour Thomas Larangera. Mes aventures au pied à 3 minutes de la fin va lui servir d'expérience. Lui perdre ce match, c'est juste embêtant, c'est pas gravissime. Et carton noir pour Thomas Larangera. On n'a pas le droit de louper ça. On la retente, monsieur l'arbitre, on l'a refait. Un peu schizophrène sur le coup, Christophe Tastet. Manuel Caillot. Carton blanc aux nombreux retours qu'il y a eu ce week-end dans le groupe. Il y avait l'infirmerie était bien pleine à Brive, ça revient tant mieux. Et carton noir à Albi pour leur sportivité légendaire. Ils ont coupé l'eau chaude au Jonas ce week-end après la défaite. Bon, c'est pas tellement fair play, on va dire. Merci beaucoup Manuel Caillot et merci à Jean-Jacques Bertrand et Gérard Bauttier.